Je souhaite présenter un certain nombre de remarques portant sur la notion de rationalité et aussi sur la notion opposée, celle d'irrationalité. Je voudrais partir de l'observation suivante. La rationalité, comme l'irrationalité, ce sont des caractéristiques que l'on impute à la fois aux phénomènes naturels, à certains phénomènes naturels, à certains événements, et aussi à des conduites, des comportements humains. Pour nous en tenir à la nature, dans un premier temps, on peut observer qu'un événement est tenu par nous pour rationnel s'il nous paraît illustrer ce que nous pensons être l'ordre même de la nature, comme on dit. Si donc il s'inscrit dans une régularité qui nous est familière, que nous avons repérée. Inversement, on dira d'un événement qu'il est déviant ou alors anomalique, irrationnel, s'il dévie par rapport à notre conception arrêtée de l'ordre naturel. Par exemple, on peut dire qu'en un sens, la double réfraction est un événement irrationnel par rapport à la loi établie de réfraction. Je me place du point de vue de quelqu'un qui ne disposerait pas de l'explication de la double réfraction. Alors ce point doit nous alerter. En effet, nous ne pensons pas, en général, qu'un événement irrationnel soit par principe inexplicable. Et de fait, l'explication de la double réfraction a été trouvée ensuite. Nous pensons à terme pouvoir intégrer l'événement irrationnel, celui dont il vient d'être question, ou quelque autre événement irrationnel, au troupeau des événements que nous sommes d'ores et déjà en mesure d'expliquer. On est donc du coup tenté de situer l'irrationalité à une frontière entre l'entreprise de connaissance et l'objet sur lequel cette entreprise porte, donc aux confins de l'entreprise de connaissance et de l'objet connu. Est irrationnel ce qui échappe au cadre actuel de l'entreprise de connaissance, mais pour autant il n'y a pas lieu de penser qu'il y ait là quoi que ce soit de définitif. Un peu comme on en vient petit à petit à disposer d'un adversaire au tennis qui au départ est meilleur que soi, on pense par une extension, une adaptation du cadre de la connaissance, par un progrès, on pense être en mesure d'aller chercher, tôt ou tard, le bouton noir. Irrationnel ne signifie donc pas, dans ce contexte, par principe inexplicable. Alors, ce qui vient d'être présenté là, à gros traits, eh bien, c'est une conception qu'on peut appeler rationaliste, justement, de l'irrationalité. Cette conception admet sans réserve une irrationalité qu'on peut appeler de médiation, une irrationalité provisoire, même si le provisoire, bien évidemment, peut durer, mais non point une irrationalité en soi ou intrinsèque. Et ceci nous fournit d'ailleurs l'occasion d'une mise au point terminologique. On dira de quelqu'un qu'il est irrationaliste s'il pense tout à l'inverse qu'il existe un irrationnel en soi, indépendamment de l'entreprise de connaissance et de ses limites provisoires et déplaçables. En résumé, nous voyons qu'il ne faut pas se contenter d'opposer le rationnel et l'irrationnel. Il est plus judicieux d'opposer une conception rationaliste de l'irrationnel, à l'image de celle qui vient d'être esquissée, et une conception irrationaliste de l'irrationnel. Croire que la réalité est par principe inintelligible, mystérieuse en son fond, et qu'elle échappe au bout du compte, en dépit des apparences du contraire, à toute explication, c'est illustrer la seconde conception, la conception irrationaliste de l'irrationalité. Mais nous voyons que, il n'est point des besoins de transporter l'irrationnel dans les choses, pour rendre compte du fait que certains événements sont inexplicables. Enfin, inexplicables pour le moment. Alors, le second point sur lequel, comme annoncé, je souhaite attirer l'attention concerne l'usage des épithètes rationnelles, irrationnelles, à propos des conduites humaines. Et je pars du coup de l'observation que les distinctions établies précédemment touchant l'ordre des choses et les éventuelles anomalies qu'on est amené à y voir
Eh bien, ces observations, ces distinctions ont leur contrepartie dans celles que l'on peut formuler lorsque les termes rationnels et irrationnels sont pris comme des caractérisations du comportement, celui de nos semblables, mais éventuellement d'une autre aussi, lorsque nous y réfléchissons. Tout comme nous entretenons certaines attentes et anticipations touchant la nature autour de nous, nous avons des attentes concernant le comportement de nos semblables. Ces attentes sont des attentes de rationalité. Nous nous attendons à ce que le comportement de nos semblables soit cohérent, conséquent. Nous sommes prompts à repérer lorsque quelqu'un dit une chose et fait l'opposé ensuite, ou prend une décision qui est tout à fait à l'opposé de ce qu'il a cru bon d'annoncer. Autrement dit, nous nous attendons à ce qu'il y ait des relations logiques, de deux points de vue au moins, d'abord au sein de la pensée de nos interlocuteurs, de nos semblables, pour autant que nous soyons amenés à la connaître. Nous sommes surpris, parfois même indignés, lorsque nous observons que quelqu'un se contredit sans vergogne d'une phrase à l'autre. Et d'autre part, nous attendons aussi à ce qu'il y ait des relations logiques entre les propos ou les pensées de quelqu'un et ses actes, les actes qui sont supposés en découler. Ainsi, cette idée de présomption de rationalité nous invite-t-elle à formuler les observations suivantes. Il y en a trois. D'abord, première observation, l'irrationalité n'apparaît pas du coup comme une force qui submergerait le sujet, mais plutôt comme une cassure dans la rationalité. Être irrationnel se dit seulement d'un être qu'on tient pour rationnel. On ne le dit pas d'une table ou d'un mollusque. Le comportement du mollusque est arrationnel. La question de savoir s'il est rationnel ou non ne se pose pas. Donc la question de savoir si un comportement est rationnel se pose à propos d'un être qu'on tient d'emblée pour rationnel. Et le verdict, ce comportement est irrationnel, est l'expression d'une attente de rationalité qui se trouve, en l'occurrence, déçue. Là aussi, il s'agit d'une conception rationaliste, au fond, de l'irrationalité, et c'est parce que nous appliquons, du coup, un principe de rationalité à nos semblables que l'on en vient, en contrepartie, à pointer certains de leurs comportements, comme irrationnels. Alors, deuxième remarque, un comportement rationnel n'est pas nécessairement un comportement s'expliquant par le calcul, par un calcul d'intérêt, ou comme on dit, par un calcul utilitariste. La rationalité utilitariste n'épuise pas, loin s'en faut, la notion de rationalité. On peut qualifier en effet de rationnel un comportement qui s'explique par le fait que l'agent souscrit à des valeurs. Ainsi, on retrouve ce que Max Weber appelait la Wertrationalität. Quelqu'un peut aller contre son propre intérêt égoïste parce qu'il tient pour fondamentale certaines valeurs qui lui imposent une décision opposée à son intérêt. Et il donne donc la préséance à cette valeur ou à ces valeurs au sein de son choix. Une telle action, une telle décision sont rationnelles, sans nul doute. Enfin, notre comportement s'explique souvent par de bonnes raisons. Quoique non physicien, par exemple, j'ai de bonnes raisons de penser que la théorie de la relativité générale comporte une appréciable part de vérité. Mais on voit bien que là-dedans, il n'y a pas de calcul, ni non plus de considération portant sur des valeurs. Cependant, on dit, j'ai de bonnes raisons de croire à cela, ou de penser cela. Alors, troisième remarque, sur le terme raison lui-même cette fois, il y a un usage restreint et un usage large de ce terme, qui est à plusieurs reprises intervenu dans les considérations précédentes. Au sens étroit, on entend par raison ce qui peut justifier une action. Raison signifie alors bonne raison, comme dans l'exemple précédent de la croyance dans la vérité de la relativité. Au sens large, en revanche, raison signifie seulement motif. Un motif peut expliquer à sa façon une action, mais ne la justifie pas nécessairement. Si quelqu'un tue sa femme par jalousie, la jalousie est le motif, mais on ne peut pas dire que le meurtre soit pour autant justifié, bien évidemment. De la même manière, pour prendre un exemple moins dramatique, si je suis à découvert de façon importante à la banque, cette situation ne saurait constituer une bonne raison d'effectuer, sans compter, des dépenses supplémentaires, même si les dépenses en question s'expliquent très bien par mon dépit, lequel en constitue le motif.
Alors, il faut observer du coup que l'adjectif compréhensible n'a pas exactement la même extension que l'adjectif rationnel, même si la compréhension fait intervenir une norme de rationalité. Un comportement peut être compréhensible au sens où il est motivé, par exemple par le dépit, comme dans l'exemple précédent, et ne pas être rationnel, ne pas être porté par des bonnes raisons. Alors, les points précédents, précisément, nous permettent de revenir sur l'idée évoquée en passant plus haut de cassure ou de coupure dans la rationalité. Et précisément, les notions de bonnes raisons, de mauvaises ou de moins bonnes raisons, nous permettent de comprendre ce point. On peut remarquer qu'à l'occasion, les raisons qui nous font agir d'une certaine façon sont de notre propre aveu, du point de vue même de celui qui accomplit l'action en question. Ces raisons sont moins bonnes que celles qui devraient, tout à l'inverse, nous porter à agir dans le sens opposé, qui devraient nous porter à prendre la décision opposée. L'exemple bateau que l'on donne, mais pertinent en l'occurrence, est celui du fumeur qui trouve de bonnes raisons, certes, de fumer, parce que c'est agréable, c'est convivial, et qui trouve des raisons bien meilleures d'arrêter de fumer, qui dit je vais arrêter de fumer, et qui l'instant d'après se précipite pour acheter un paquet de cigarettes. Il nous arrive aussi de nous mettre à croire à des choses essentiellement parce qu'elles correspondent à ce à quoi nous aspirons. C'est ce que les Anglais appellent le wishful thinking. En français, on dit prendre ses désirs pour des réalités. L'exemple qu'on donne là souvent, c'est celui de quelqu'un qui est candidat à un poste pour lequel il ne remplit aucune des conditions qui ont été précisées. Et en se rendant à telle ou telle audition, le candidat se persuade qu'il va réussir, que les défauts de son dossier ou les incapacités qu'il présente ne seront pas prises en compte et qu'il sera élu, choisi pour ce travail devant tous les autres. Alors tous ces petits phénomènes significatifs ressemblent à ceux que Freud avait mis sous le label de ce qu'il appelait la psychopathologie de la vie quotidienne. Et il me semble qu'une réflexion sur l'irrationalité ne peut pas faire l'économie d'une interrogation sur les conditions de possibilité de tels phénomènes. Alors, précisons-les un peu, ces phénomènes et leurs conditions de possibilité. Dans le cas du wishful thinking, le sujet viole un principe qu'il connaît et auquel il souscrit par ailleurs. Celui qui consiste à dire qu'il faut souscrire aux croyances pour lesquelles l'étayage empirique, les preuves, les éléments factuels sont les plus étendus. Il y a donc contradiction entre l'attitude du sujet l'attitude particulière du sujet dans le cas précis et le principe cognitif général auquel il se soumet par ailleurs. Et dans le cas d'une action inspirée par des raisons moins bonnes que celles qui, de l'avis même du sujet, devraient l'amener à prendre la décision opposée, on parle de faiblesse de la volonté, d'acrasie, pour reprendre le terme qu'employait déjà Aristote. Et Aristote, précisément, expliquait ce phénomène par une forme d'oubli. C'est-à-dire, nous savons tout un ensemble de choses. Nous savons, par exemple, que A est meilleur que B, mais nous pouvons, expliquait-il, oublier ce savoir, tout comme je sais que 2 et 2 font 4, mais il peut m'arriver de l'oublier, enfin je n'y pense pas tout le temps. Et donc c'est, selon Aristote, cet oubli qui expliquerait qu'au moment de passer à l'action, j'en vienne à faire B au lieu de A, alors que je puis être dit savoir que A est meilleur que B. Un auteur contemporain, Donald Davidson, est allé plus loin qu'Aristote, puisqu'il a expliqué qu'un phénomène qu'Aristote tient pour peu plausible se produit, bel et bien, c'est le phénomène que constitue le cas où quelqu'un forme présentement dans son esprit la pensée, la proposition que A est meilleur que B, donc ne l'oublie pas, forme cette idée dans son esprit, bel et bien, et cependant, l'instant d'après, fait B et non point A. Alors,
Face à ce dernier phénomène et face à celui précédemment évoqué du wishful thinking, Davidson n'est pas démuni, hein, mais il propose même un cadre général d'explication dont je vais présenter rapidement quelques éléments. Il explique que ces phénomènes imposent de supposer une forme ou une autre de division de l'esprit, c'est-à-dire précisément le genre de choses que Descartes rejetait, dont il ne voulait pas entendre parler. Il parle de compartimentage mental. Alors bien entendu, il ne faut pas prendre cette notion de division au pied de la lettre, et il ne faut pas non plus imaginer qu'il y a une analogie très forte avec des compartiments tels qu'on les trouve dans un train. Donc il faut penser que c'est une analogie spatiale, mais faible. Deuxième point, les parties de l'esprit en question ne doivent pas être comparées à des petits agents, parce que sinon, explique Davidson, on tomberait sous l'accusation d'anthropomorphisme. Enfin, il avance l'idée suivante: cette division de l'esprit explique l'irrationalité à partir du moment où on admet que la raison, la meilleure, une fois encore, de la vie même de l'agent, n'est pas nécessairement la plus forte causalement, c'est là la source de la cassure, de la division, n'est pas la plus forte causalement pour produire l'action. Le point intéressant, c'est que les raisons, du coup, n'apparaissent pas simplement comme des justifications, et qu'inversement, elles ne sont pas non plus des causes simplicitaires. Elles sont ce que Davidson appelle des causes rationnelles. Et cette notion de cause rationnelle lui sert à la fois à expliquer le fait que notre conduite est largement rationnelle dans ses grandes lignes, dans sa trame générale, et qu'à côté de cela, il y a tout un ensemble de comportements qu'on peut tenir pour irrationnels et qui nous amènent, lorsqu'ils se présentent, à réviser à la baisse l'imputation de rationalité initiale. En conclusion, il me semble qu'une analyse de l'irrationalité se doit à la fois d'établir un parallèle entre l'irrationalité dans la nature et l'irrationalité dans les conduites, et de distinguer les deux. En effet, l'irrationalité dans les conduites implique, pour être élucidée, l'usage non seulement du concept de cause, que les sciences de la nature font intervenir également, mais aussi l'usage du concept de raison. Et c'est ce dernier concept de raison, on l'a vu, qui implique un élément normatif, et cet élément normatif, précisément, est en principe absent de l'appréhension des phénomènes naturels.